Bonjour, bienvenue à tous dans cette interview de la Q-Unit. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu différent, mais qui reste très fortement lié au Quality Engineering. Donc, je laisserai Émile vous faire le teaser du sujet. Salut Émile, tu vas bien? Salut, ça va toi? Ouais, très bien. Bon, on a une sacrée différence de fuseau horaire, mais je vais te laisser te présenter pour décrypter Oui, un peu le thème et d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu es aussi, vu que là, on est vraiment à distance. Vas-y. oui, en fait, je suis à Montréal présentement, au Canada. Mhm. Il est tôt ce matin, mais pas trop tôt. Et donc moi, je suis designer, design ops, Ouais. front-end développeur. J'ai Mhm. passé à peu près les 10-12 dernières années à faire essentiellement du design d'interaction. Ok. Puis maintenant, je me concentre plus sur la partie front-end pour essayer d'apprendre un peu plus le côté Mhm. technique. D'accord. Oh, du coup, j'imagine là, avec une dizaine d'années, tu as déjà passé les 10 000, les fameuses 10 000 heures pour devenir proficient en design. Et, Facilement, oui. ouais. Et du coup, tu pourrais expliquer, peut-être avant qu'on rentre dans le vif du sujet d'aujourd'hui, ça consiste en quoi, du coup, ton métier de design, du X, etc. Parce que je pense que ça, c'est pas chinois, mais ça reste obscur, je pense, pour des gens qui sont des fois habitués à l'engineering pur et dur. Donc, Ouais. En fait, ben, le design, le UX se mélange de plus en mhm, plus. C'est de fabriquer finalement des interfaces, mais surtout de mhm, fabriquer des expériences que les utilisateurs vont mhm, pouvoir utiliser. On parle de plus en plus d'expériences. Donc, mhm. c'est souvent les designers avec leurs partenaires, évidemment, les développeurs, Ouais. les gens de contenu aussi, qui vont aller fabriquer des expériences qui sont accessibles, faciles d'utilisation, mémorables, Mhm, intéressantes, etc., riches. mhm, Euh, et donc, le travail de design d'interaction il tourne beaucoup autour de l'humain parce que c'est l'humain finalement mhm. qui est en scène là-dedans. Donc, on travaille beaucoup avec eux, euh, que ce soit avec du user testing, quand on va à la rencontre des gens, on leur fait essayer nos produits, ou même quand il s'agit de les bâtir. Donc, de bâtir des choses qui se cliquent, qui se touchent, Mhm, qui mhm. se modifient selon la grandeur de l'écran, etc. Donc, D'accord. le métier de design évolue beaucoup. Là. S'il y a 10 ans, on Mhm. imprimait des maquettes, Ouais, aujourd'hui, on les code, on essaie de les directement. tester en vrai. D'accord. Ouais, de toute façon, j'imagine qu'avec cette guerre de l'engagement et de l'attention, qui est un peu la guerre de tout ce que les expériences digitales essaient d'avoir, j'imagine que le design est de plus en plus omniprésent et de plus en plus important Exact. pour capter l'utilisateur. Exactement. Alors, design de service aussi beaucoup. D'accord, ouais. Mhm, mhm. Donc, les services Ouais. qu'on n'a pas le choix d'utiliser, les espèces de mots nécessaires, on parle de banques, de sites gouvernementaux, etc. Mhm. L'expérience utilisateur va avoir un impact au sein de la compagnie, au sein des humains. Évidemment. Ouais, ouais, ouais. Les humains vont trouver ça plus simple, plus facile à utiliser, vont avoir plus de plaisir à l'utiliser. Mhm. Et en termes de support, quand on pense au gouvernement ou quand on pense aux compagnies privées, vont avoir Mhm. à beaucoup moins supporter les gens. Euh, Ouais, c'est aussi un des indicateur de coûts. qualité, j'imagine, ça, c'est globalement Exact. la satisfaction d'utilisation et puis ouais, globalement tout le TCO presque de l'application et la valeur globalement apportée. Ouais. Mm. Et du Ouais. coup, ouais, aujourd'hui, on voulait parler d'un terme. Du coup, là, tu m'avais échangé le terme design ops. Et je t'avoue que j'ai été vachement intéressé par ce terme. Donc, ça m'a fait forcément penser à l'autre buzzword qui vient de l'engineering, DevOps. Et du coup, Ouais. l'idée, ça aurait été d'échanger là-dessus, puis de comprendre comment ça s'insère dans une dynamique globale d'accélération de création de valeur, et puis où ça s'insère aussi dans le sujet du quality engineering. Donc, Mhm. tu pourrais en dire un peu plus déjà en introduction sur Oui. le design ops. En fait, le lien que tu fais est parfait parce que le design ops vient du concept de DevOps, si on veut. C'est quelque chose qui existait un peu toujours, des fois sur Ouais, une base individuelle. Ce sont des gens qui d'accord. s'organisent, qui se bâtissent des outils, avec les équipes qui grandissent, grossissent, avec les technologies aussi qui évoluent beaucoup, puis qui rendent, disons, le travail des designers de plus en plus varié. Si Mhm. à l'époque on créait des maquettes dans Photoshop, aujourd'hui il faut penser à 1000 devices, il faut penser à 1000 types d'interactions différentes. Alors, ça devient de plus en plus complexe. Puis le design ops, et donc outiller les designers euh, pour qu'ils soient capables de faire face à ces nouvelles, j'allais pas des problématiques, à ces nouvelles opportunités, puis Mhm. à leur permettre aussi de bien communiquer avec leurs partenaires. Parce Mhm. que si le travail de design est complexe, parce qu'il faut créer des expériences qui sont riches, euh, elles sont
elles deviennent uniquement vraies quand elles sont bâties. Donc, il faut aussi que le designer soit capable de bien communiquer ses idées parce que c'est généralement pas lui ou elle qui va fabriquer le produit que le client va tenir dans les mains. D'accord, ouais. Donc il y a presque un design DevOps caché au milieu. En fait, c'est pas que le design à Ops qui est de mettre en musique le design, c'est effectivement de passer aussi par toutes les étapes au milieu de validation du coup et d'alignement aussi. Exact. Voilà. D'accord. Ouais, le handover est excessivement important. En fait, c'est critique Ouais. même parce que un design excellent, mal exécuté, ben, Bah ça ouais. reste un mauvais résultat. Oui, c'est comme une super idée qu'on sait pas matérialiser en fait. Exact. D'accord. Et du coup, toi, si tu devais identifier des éléments clés de différenciation par rapport à des approches traditionnelles de design, ce serait quoi? Déjà, je pense qu'il faudrait définir ce que c'est une approche traditionnelle de design. En fait, Mhm. ce à quoi je pense là, généralement, ça va être soit en mode agile, c'est-à-dire le designer travaille sur des sprints avec des développeurs, on travaille sur des features, puis on est très, 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 Mhm. je sais pas si c'est un mot, là, siloté. On est dans Ouais, un ouais, exact. silo, on pense uniquement à ce qu'on fait, puis on fabrique quelque chose qui a du sens dans le contexte euh, dans lequel on a de la visibilité, puis que finalement, dans un, avec un peu de recul, ça s'arrime moins bien Mhm. avec les autres morceaux. Là, le design ops vient aider à mieux arrimer. Sinon, l'autre méthode traditionnelle qui est waterfall, de dire ben, le designer prend, je sais pas moi, 6 mois, va prendre un certain Mhm. nombre de temps à bâtir des choses, puis éventuellement une équipe technique ou une équipe de contenu ou peu importe, l'équipe qui suivra reçoit ça puis va aller exécuter tout ça. Dans les deux cas, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Euh, Personnellement, j'ai travaillé en design ops dans les deux contextes. Le Ouais. design ops, c'est finalement, c'est un peu la colle entre toutes les activités du designer qui fait en sorte qu'il va être soit capable d'avoir une meilleure visibilité, un meilleur recul, ou Mhm. qu'il va être capable justement de ne pas prendre 6 mois, de créer une espèce de boîte noire où tout est obscur, puis un jour faire un Mhm. grand dévoilement, puis livrer ça à des développeurs, mais dire, ben, en même temps qu'il travaille à bâtir des choses, il travaille aussi à bâtir des outils, il intègre les développeurs, il intègre D'accord. ses partenaires dans sa pratique. Donc, la Mhm. méthode traditionnelle n'a jamais été séparée, si on veut, là, du design ops, mais de formaliser le design ops aujourd'hui, que ça crée une structure autour de ça, puis une gouvernance aussi D'accord. Donc, il y a un dans vrai sujet certaines plutôt entreprises. culturel et méthodologie, c'est ça? Parce que là, Exact. que je comprends aussi, c'est qu'il y a aussi forcé les gens, enfin, les designers pour le coup, à, c'est pas que tester leur design, c'est le mettre en musique très rapidement pour avoir des retours très rapides avec l'engineering, avec l'opération, avec des premiers users, j'imagine, Ouais, ou plus tôt. Mhm. exact. Oui, surtout dans une business d'expérience où on essaie, quand on teste, en fait, c'est tellement long, c'est tellement coûteux fabriquer un produit, on va être certain que ce qu'on fabrique résout un vrai problème, Mhm. fonctionne réellement bien avec les clients, avec les utilisateurs, euh, pour pouvoir tester ce genre de choses. En fait, on teste des émotions, on teste des Ouais, réactions, on exactement. teste Mhm. une aisance excessivement subtile. L'accessibilité aussi, c'est Ouais. l'accessibilité du web, c'est très difficile à tester parce que chaque personne a un contexte différent, peut-être un Ouais. équipement différent ou euh, donc, on veut réduire le biais au maximum. Puis là, le design ops vient aider en fabriquant ou en mettant la table, en préparant des outils qui permettent euh, de Mhm. développer des concepts rapidement Mhm. euh, qui se testent bien avec un minimum de biais. Donc, qui ont l'air vrais, qui font des vraies requêtes, qui, euh, qui, qui, qui ont des animations, des transitions, qui sont responsive, Ouais. mais sans avoir à passer 6 mois à le développer. Donc, on va être Mhm. capable de faire ça du jour au lendemain. On va être D'accord. capable de tester 12 idées dans la journée. Et pour ça, Mhm. ça prend du design up, ça prend de la préparation avant pour être capable de mettre ça en place. D'accord. Et j'imagine que du coup, dans toute pratique qui a cette volonté d'accélération et en même temps d'exigence assez forte, tant on va dire en exigence métier que d'ingénierie logicielle, du coup, c'est quoi les process ou les technologies ou parce que j'imagine que souvent la performance qu'on voit un peu extérieure d'un système qui itère, etc., c'est quand même beaucoup basé sur des fondations solides. Du coup, Mhm. c'est quoi les fondations du design ops sur l'aspect process, technologie, plateforme, etc. Ouais. C'est beaucoup du cas par cas, hein, parce que, comme je disais, Mhm. le design up, c'est un principe, évidemment, c'est pas un outil, c'est quelque chose qu'on met en place
je dirais. Je peux donner un exemple simple, là. J'ai travaillé dans une banque. Dans cette banque, on était une équipe de designers qui travaillait avec Mhm. une équipe de développeurs, puis on avait plusieurs produits numériques. D'accord. Ces produits numériques-là, donc, répètent des composantes, répètent des patterns, répètent du UX, du UI, peu importe. Mhm. Euh, donc, déjà, de créer des librairies, de créer des bibliothèques de ces assets-là, de ces objets-là, ça permet de les réutiliser plus facilement, donc de mieux D'accord. communiquer. Ensuite, d'avoir une librairie, ça nous permet d'utiliser un langage commun. Donc, d'utiliser un vocabulaire qui est tout le temps le même. Parce que, Mhm. comme tout problème humain, là, le nœud du problème, c'est généralement la communication. Ouais, ouais. Euh, Les et temps donc, perdus, le coup de d'utiliser le même. setup, à chaque fois, faut tout réexpliquer. Ou le pire, c'est que chacun a compris une signification différente du même mot et ça pète plus C'est tard, ça. quoi. Ouais. Donc, d'avoir une librairie ou une bibliothèque, de Mhm. la documenter très bien, de la maintenir à jour tout le temps aussi, puis ensuite d'y référer constamment avec un langage qui est toujours le même. Mhm. À un certain moment, ça crée une sorte de culture un peu autour de ce qu'on va appeler finalement un design system. Ouais. On peut penser à des grosses compagnies qui en ont fabriqué, que ce soit pardon, Mhm. Google avec le Material Design ou Ouais. une compagnie que je connais bien pour y travailler aujourd'hui, Shopify avec Polaris. Euh, Mhm. les développeurs qui ont à interagir avec ces design systems-là connaissent par cœur le nom des Mhm. composantes. Il y a une certaine logique dans la façon euh, d'interagir avec ces composantes-là. Donc, en créant ces standards-là, en créant ce langage-là, puis en rendant disponible Mhm. facilement, rapidement la documentation, on commence à créer un peu une culture de la réutilisation, une culture Mhm. du, De puis surtout des, l'industrialisation. oui, puis une certaine attente aussi. Là. Si ça Ouais. fonctionne comme ça pour tel composant, je Mhm. suppose que ça fonctionne aussi pour tel composant. Là, on Ouais, coupe d'accord. rapidement le temps de développement, le temps de design, le temps de back and forth, de review, de QA. En fait, dans certains cas, même on enlève complètement la nécessité d'avoir du QA, Mhm. du moins du côté design, puisque les composants du design system sont utilisés. D'accord. C'est déjà des Ça, c'est composants la, qui sont built-in de ça, qui sont déjà validés, en fait, c'est ça. Donc. C'est ça. Puis donc là, après, les technologies vont, je veux dire, quand on parle, quand on fait du web, quand on fait du mobile, quand on fait du natif ou même du full custom, euh, la technologie que les développeurs utilisent, c'est celle-là que les designers doivent utiliser. Donc, Mhm. on a vu beaucoup apparaître de solutions. On pense à Framer, on pense à Envision. Il y en a eu Ouais. des tonnes de Mhm. solutions qui permettaient d'aller imiter un peu ce genre de choses-là autant que possible d'utiliser les vrais assets, donc d'utiliser ce que le développeur va utiliser. Mhm. Euh, je dirais que ça crée en plus une certaine empathie l'un pour l'autre. Là. Donc, le Ouais. designer va mieux comprendre ce que vit le développeur, puis le Mhm. développeur va probablement aussi avoir l'impression que Ouais, on le rapproche les designer l'a gens, en mieux fait. compris. Ouais, ouais, parce que Exact. j'imagine que le billet, pas le billet, mais peut-être un des pitfalls, c'est de vouloir itérer que sur l'idée et de valider l'idée et après pas du tout itérer sur bah, est-ce que mon design, je peux l'implémenter. Donc là, effectivement, tu C'est rapproches ça. là aussi. Ok. Mais le design system, c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que Mhm. c'est une boîte à outils. Puis faut voir ça vraiment comme une boîte à outils. Euh, et pas comme des menottes, là, un peu. Des fois, Mhm. la, la ligne est fine, je dirais, entre les deux. En fait, c'est qu'on peut rapidement fabriquer des choses qu'on sait fabriquer. On peut fabriquer la Ouais, même ouais. expérience un peu tout le temps, puis pas beaucoup innover parce que les outils sont finalement limités. Donc, à un certain niveau, il y a un sweet spot à trouver dans la documentation, dans la rigidité du design system. Mhm. Pour qu'il soit suffisamment simple et malléable pour être Mhm. utilisé pour faire des expériences qui sont nouvelles, qui sont Mhm. innovantes, mais juste assez normé puis un petit peu rigide pour que ça soit généralement valide, puis Mhm. généralement consistant, je dirais. Mhm. Mhm. Euh, D'accord. Et du coup, moi, si je me place d'un point de vue un peu, je réfléchissais au parallèle avec DevOps, mais ça peut être avec d'autres pratiques, avec Ops dans le buzzword, c'est je sors de l'engineering, voilà, je suis CEO, Chief Marketing Officer, etc., ou directrice ou directeur innovation, etc. Et donc, on me parle de design Ops, bon, ok, super, encore un buzzword, mais qu'est-ce que ça change pour l'entreprise? Qu'est-ce que je vois changer concrètement et pour les clients, etc.? C'est quoi pour toi? Comment ça se matérialise en fait? OK. En fait, ça se matérialise
Une meilleure collaboration interéquipe. Mhm, Donc, essentiellement, en fait, les résultats, ça sera une meilleure collaboration interéquipe. Ça va être mhm, un temps de développement, un temps de design qui est beaucoup, beaucoup plus rapide et mhm, des attentes beaucoup plus claires, beaucoup plus tôt pour les mhm, stakeholders parce qu'ils auront vu quelque chose qui est concret puis qui n'est pas juste la maquette d'une maquette, là, quelque chose qui est ouais, très abstrait puis qui sera pas vraiment développé de la même façon. Donc, what you see is what you get, ouais, un ouais, WYSIWYG. euh, et pour le client, en fait, ben, je veux dire, il n'y a qu'à regarder les expériences de Google et Apple et autres grandes sociétés. Là. Je n'aimerais pas Microsoft mhm, parce que c'est pas tout le temps le cas, puis on mhm, le voit. Euh, des expériences uniformes, ben, on apprend à les utiliser une fois, puis ensuite on est capable de les utiliser tout le temps. Si on est capable d'utiliser Gmail, on est capable d'utiliser toutes les applications de Google. Si on est capable d'utiliser Safari, on est capable d'utiliser toutes les applications d'Apple. Il y a une certaine uniformité dans leurs applications. Donc, la learning curve, on l'a appris, on est rendu suffisamment bon pour manipuler les applications. Et ensuite, on devient rapide, à euh, on arrive à trouver les réponses nous-mêmes. Donc, encore là, beaucoup moins d'appels dans des supports à la clientèle, beaucoup moins de nécessité de supporter les gens, mhm, mhm, puis de les aider, beaucoup moins même d'articles, de FAQ, d'écrits, etc. mhm, Parce que les gens sont capables de se débrouiller eux-mêmes dans une interface qu'ils comprennent. mhm. Apple, Google, etc. Fabriquent aussi comment dire, sont tellement utilisés qu'ils deviennent finalement des références, puis fabriquent des patterns. Ouais. Euh, fait il trace un peu la limite, je dirais, de l'innovation des fois. Là. J'ai travaillé je travaille dans des banques, j'ai travaillé dans des grandes sociétés. Euh, Ce que je disais souvent à mes collègues, c'est si Google ou Apple le fait pas, si Facebook l'a jamais fait, Ouais. sur un pattern, sur un design, sur un visuel, ça Ouais. s'appelle de Quand même l'innovation, ça se s'appelle poser du la design. question, ouais, est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas? Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Si Facebook l'a pas fait encore, c'est pas parce qu'ils l'ont pas testé, c'est parce qu'ils ont trouvé ça, Ouais, ils ont... ça a pas fonctionné. Exactement. Ils ont déjà Euh, appris de... Ouais, ouais. c'est ça. Fait que dans le fond, eux dressent un peu les limites de ça, mais euh, quand on se place un peu à l'intérieur de ça, finalement, on crée une expérience qui a beaucoup, beaucoup de valeur pour le client, pour l'utilisateur. Euh, je veux dire, des expériences faciles à utiliser, ben, c'est bon pour la marque. Mhm. C'est assurément bon pour les chiffres d'affaires, s'il y a un chiffre d'affaires à faire, parce que les gens vont être plus capables d'acheter des choses, plus capables d'interagir avec l'application. Mais je dirais qu'à l'interne aussi, de créer une espèce de culture du design, Mhm. dire, dans les plus grandes compagnies aujourd'hui, celles qui réussissent le mieux ont une bonne culture du design. Euh, Puis le design, d'imaginer que ça n'appartient qu'aux designers, c'est une erreur en fait. Mhm. C'est un sujet que tous doivent euh, Ouais. apprécier, je dirais, dans une compagnie. Puis tous peuvent apprécier. Là, il y a une espèce de vision élitiste des fois là, du design là, Mhm. Oui, comme si que des c'était artistes ou réservé des designers à... vont pas. Exactement. Mhm. C'est ça. Mais un peu comme le développement, c'est pas réservé aux TI, c'est pas réservé aux développeurs. Les gens ont le Ouais. droit de comprendre dans une entreprise pourquoi est-ce que c'est complexe, Mhm. pourquoi est-ce que ça prend un mois, pourquoi est-ce que ça coûte autant fabriquer quelque chose. C'est autant de euh, comment dire, c'est cette connaissance-là qu'on a du métier de l'autre euh, va nous aider comme entreprise, comme designer, comme Mhm. développeur à créer des solutions qui qui demandent moins de back and forth parce qu'ils considèrent déjà ce que l'autre va faire. Ouais, Ils savent enfin, déjà ce que ça va prendre. le capital empathie, compréhension, et fait qu'il y a une meilleure transversalité, et puis à la fin, un meilleur en Mais conséquence. après, développeurs ont un job à faire, les Ouais. designers ont un job à faire. Donc, la job du design ops, selon moi, se place entre les deux, dire, ben justement, de quoi est-ce que vous avez besoin? Parce que le designer, on lui demande Mhm. encore de fabriquer des expériences, on lui demande encore de tester, de valider avec des métriques la qualité de son design. Puis le développeur, on lui demande généralement de livrer avant-hier, quelque chose de complètement valide. Mhm. Euh, et donc, euh, je trouve que le design up se place un peu entre les deux pour faciliter le travail, la communication. Mhm. D'accord. Et si on regarde un peu les interlocuteurs un peu clés à inclure dans ce type de démarche, donc j'ai retenu, je pense, le product owner, le développeur,
Et tu vois toi, d'autres interlocuteurs, enfin, Ouais. clés, j'imagine un Ben, peu standard. Après, il y a des contextes différents, mais globalement, qu'est-ce qui revient, toi? le design up, c'est difficile à vendre dans une compagnie parce que ça peut facilement avoir l'air d'une dépense dès le début, mais ça prend Mhm. une structure, ça prend une structure autour du design up. Ça devient un peu l'affaire de tous quand c'est bien installé, mais ça prend une certaine gouvernance. Euh, je dirais même si une équipe est petite, ça prend au moins un champion en design up, quelqu'un de qui c'est le métier parce que Mhm. ça va rapidement devenir une tâche. D'accélérer les autres, ça devient rapidement une tâche. Puis d'imaginer que chacun peut le faire un peu à travers son temps. On va revenir dans le même vieux pattern où tout le monde a accéléré, mais à sa façon. Exact, Donc, ouais, en on n'arrive solo, pas avec des etc. outils Ouais, ouais. uniformes. Mhm. Donc, ça prend une équipe, un petit noyau au minimum de gens de qui c'est la principale occupation. Puis ensuite, ça dépend vraiment des organisations, mais euh, je pense qu'il faut faire participer un maximum de gens dans cette pratique-là. Beaucoup Mhm. les gens de contenu, quand on parle d'interface, les Ouais. gens de contenu, souvent, sont les grands oubliés, là, les UX Mhm. writers. On leur envoie des maquettes avec des strings à remplir à la fin. Là. Ben, une expérience qui est facile à comprendre pour un Mhm. utilisateur puis qui est agréable à utiliser, ça passe énormément par le contenu. Mhm. Je veux dire, je- en fait, essentiellement par le contenu. Ouais, ouais, ouais. Donc, il faut les intégrer dès le début. Puis, ce qu'eux fabriquent aussi doit être uniforme, doit avoir une certaine logique. Donc, d'intégrer leur travail aussi dans un design system puis dans la pratique de design ops. Encore une fois, ça accélère le travail. Je vais donner un exemple très, très simple. Est-ce qu'on dit poursuivre, continuer, OK, suivant? Quand on l'a décidé une fois, ben, on le met dans le bouton comme une spec ou on le met dans le design system comme Mhm. une variable qui ne bouge pas. On Mhm. redemande plus jamais cette information-là. On l'utilise tout le temps. C'est un exemple qui a l'air, on se dit, ben, évidemment que c'est ça qui est fait. Ouais. Pas tout le temps, en fait. Pas tout Exact. le temps, Ouais, pas non, ouais. systématiquement. On a un nouveau designer qui arrive, on a un nouveau développeur qui travaillait à un endroit où on marquait poursuivre. Ben, qu'est-ce qu'on fait là? Ça prend des règles, puis ça prend des règles Mhm. dans ces cas-là un petit peu difficiles à contourner là, pour au moins voir le bon résultat. Donc, les gens de contenu, les intégrer. Les gens de développement, énormément. Donc, les intégrer jour moins un. Euh, parce que si on veut fabriquer des choses avec leurs outils, Mhm. il faut, ben déjà, ça prend un peu de sensibilité parce qu'il faut bien expliquer qu'on leur marche pas sur les pieds. En fait, on veut leur donner quelque chose dans un langage qu'ils comprennent et qui est prêt pour eux. Si on fabrique des composants pour eux ici, il faut Mhm. être bien clair qu'on ne travaille pas en design, par exemple, sur de la logique ou sur des choses qui Ouais. relèvent de leur expertise, mais vraiment sur du UI. Puis ensuite, ben, ça prend le buy-in des stakeholders autour. Mais comme Ouais. c'est un enjeu culturel, je dirais, j'ai souvent eu besoin de manifester cette pratique-là à des niveaux qui dépassaient un peu le côté Ouais, pratique, le PO, ouais. etc., mais à des VP, etc., pour dire, ouais, bon, on va être trois à travailler full-time sur un truc dont on va voir les résultats dans 8 mois, mais ensuite, ça va Ouais. aller beaucoup plus vite, difficile à vendre. Mais comme en fait, c'est là où on peut tracer le lien Ouais, entre des le parallèles. DevOps et le design. Mhm. Ben, le DevOps, c'est sûr qu'il y a un coût d'installation. C'est sûr que d'avoir des gens qui travaillent full-time à bâtir des pipelines, euh, Oui, et puis il n'y a pas un ça, ROI mécanique en fait. Il y a plein de choses qu'on peut mesurer, mais après faire la corrélation directe, c'est souvent difficile. Il faut plus être convaincu par la démarche et c'est ça. ouais, l'apport. Mm. En fait, c'est plus facile à mesurer après parce qu'on peut mesurer Ouais. l'impact de plus l'avoir. Ça. Si je Ouais. l'enlève, qu'est-ce qui arrive? Ben, en termes de DevOps, des fois, c'est qu'il n'y a plus rien Ouais, qui est vide. on n'a pas les ressources souvent pour faire de l'A/B test. Ok, je vais le faire comme on fait aujourd'hui et vous le faites à côté. Bon, après, tu peux toujours le faire sur des équipes séparées, mais la comparaison reste discutable vu la différence Exact. d'équipe, le projet qu'ils ont à faire, etc. Donc, ouais. Ouais. D'accord. Donc du coup, toi, pour une organisation, voilà, ou quelqu'un comme toi qui voudrait défendre une démarche de design ops, du coup, ce serait quoi, toi, tes conseils? C'est un peu ce que tu partageais, peut-être démarrer sur une première équipe, influencer les stakeholders, ce serait quoi pour toi les grandes Mhm. étapes importantes? Ben, commencer par analyser un peu les. En fait, si on débute dans une nouvelle équipe, selon moi, c'est assez simple d'intégrer ces pratiques-là. Là. Si l'équipe est toute neuve ou si on part sur un nouveau projet, c'est facile de commencer un design system. On commence avec le Mhm. composant numéro 1 et on continue, puis ça devient une habitude d'aller documenter, d'aller se créer des outils, de mieux communiquer.
Mais pour des équipes existantes, pour des équipes qui sont en transformation, il faut que ça réponde à un problème dès le début, en fait, pour commencer à faire ses preuves. Puis c'est certain qu'il y a ce qu'on appelle des low-hanging fruits. C'est sûr qu'il y a des tâches faciles à exécuter. Ouais, Quand des on parle de petits design tweaks, système, etc. là, un design système, il y a toujours de la typographie, il y a toujours des boutons, toujours des éléments de formulaire. De standardiser ces éléments-là, qui ont un bon impact avec les utilisateurs, parce qu'ils les voient constamment, d'aller les standardiser, ces éléments-là, puis de les rendre disponibles, même si on n'a que 4, 5 composants dès le début, c'est déjà bon. D'avoir un portail de documentation. J'ai vu souvent là, 12 liens sur Jira, 3 sur Google Drive, 1 sur Dropbox. On a créé un Ouais. portail. Ça peut être un WordPress à l'interne. J'ai vu des gens qui fabriquaient, qui utilisaient des applications, que ce soit InVision DSM, qui utilisaient, peu importe, des applications qui servent à fabriquer ce genre de choses-là. Mais ça peut être ça peut être une feuille, une sheet sur Google, ça peut être un fichier Word qui liste ce qui est fait puis ce qui l'est pas, ce qui est à venir. Donc, d'avoir une espèce de roadmap qui est publique. Ouais. Une seule source de vérité à un seul endroit. Donc, si ça s'exporte en PDF, c'est pas bon. Si ça envoie par Ouais. courriel, c'est pas bon. Ça demeure toujours sur le web. Ça soit toujours frais. Donc, d'avoir ces deux, trois choses-là, là, ça se met en place dans une journée, cette chose-là. Puis de communiquer, puis de toujours faire référence à cette chose-là. Je disais plutôt de définir au moins un champion, si c'est pas d'avoir une personne dédiée, d'avoir une personne qui est la personne désignée à qui on parle de Design Ops. Ensuite, ben, selon les besoins, on ajoutera comment dire, pas des tâches, mais plutôt des sujets d'expertise. Est-ce qu'on a besoin réellement d'un design système qui est complètement connecté avec le front ou est-ce que seulement des composants partagés entre les designers puis une documentation fait l'affaire? Peut-être qu'au début, c'est bon. Avoir au moins une documentation qui est partagée, c'est l'essentiel. Ensuite, quand on fait du design interaction, quand on parle de design ops, on parle essentiellement de design interaction, des maquettes statiques, des flows qui se regardent un écran après l'autre. C'est pas comme ça que les gens vont consommer l'application. C'est pas comme ça que les gens vont la voir. Donc, d'essayer de réduire le biais, d'avoir une expérience qui est la plus proche de la réalité. Pour ça, il y a des applications qui le font bien. Si on utilise Figma, on est probablement déjà Figma, Adobe XD, même Sketch aujourd'hui. C'est facile de créer des liens entre les différentes maquettes, même si ça reste un peu rudimentaire. Si on est capable de développer un prototype soi-même, que ce soit en utilisant Bootstrap, du HTML, du CSS, quelque chose encore une fois de rudimentaire, en tournant les coins ronds, on arrivera à un résultat qui peut devenir finalement le point central de discussion autour de développeurs, stakeholders, designers, etc., puis qui devient surtout un asset intéressant à tester auprès des utilisateurs. Je dirais que ça, c'est les choses qui se mettent en place facilement. Mais après, sky's the limit, il y a des entreprises, celles où je travaille présentement, qui créent des outils, des outils très intéressants pour les développeurs, pour les designers. Il n'y a aucune limite. Ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, évidemment. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment bien des vraies fondations, en fait, rien que la méthodologie des quelques principes de ce que tu disais, voilà, c'est référentiel central, partagé, accessible, etc. Enfin, c'est un peu les basiques. Effectivement, tu mentionnais l'exemple à des équipes où chacun utilise son outil dans son coin, etc. Mais j'imagine qu'il y a pas mal de basiques déjà à mettre en place avant de vouloir mettre des outils super fancy, etc. Exact. Non, puis souvent, less is more, de travailler déjà avec des outils qui font le core de ce qu'on a besoin. Des fois, c'est suffisant. Mais surtout, c'est que quand on envisage, mettons, le design system, on va faire la liste des composants. On se dit, mais merde, j'en ai 140 à fabriquer, j'y arriverai jamais. Il y en a beaucoup trop. Il y en a sûrement 10 là-dedans qui sont utilisés 90% du temps, ou en fait, probablement que 90% des composants utilisés, c'est ces 10 même. Ça a beaucoup de valeur de commencer par là. J'allais ajouter aussi que le prototypage, en fait, le prototypage, c'est difficile à fabriquer. C'est difficile à cause du mindset. Le designer, s'il commence à prototyper, des fois, il va finir par designer ce qui est capable de prototyper. C'est un danger. D'accord. Il biaise
le raisonnement inversé, quoi. Ouais, exactement. Puis le développeur, souvent, il est appelé à aider pour faire du prototypage. Puis parfois, il va développer quelque chose qui pourrait aller en prod. Mm. Il faut trouver le sweet spot entre les deux. Le prototype, c'est fait pour être jeté. Ouais, Si c'est ouais. du code valide, euh, Ouais, non, c'est pour tant mieux, mais ça n'a aucune dire importance. l'objectif, ouais, c'est valider la faisabilité technique, c'est pas faire C'est l'implémentation ça. qui pourrait être après en prod et utiliser éventuellement. Alors, alors, tourner les coins ronds, là, mais rond, là, je veux dire, j'ai déjà vu des PNG dans des prototypes, j'ai déjà vu Mhm. des gens utiliser des images dans des prototypes, j'en ai moi-même utilisé beaucoup. Là, ben, cette interface-là est trop complexe, je la screenshot puis je la mets dedans parce que ce que je veux tester, c'est le menu, s'il s'ouvre, s'il se ferme, etc. Donc, d'utiliser un maximum de raccourcis, euh, d'utiliser de la mock data, de pas faire des vraies requêtes, d'utiliser Mhm. de la fausse donnée, mais de, par exemple, sauvegarder le input d'un utilisateur. L'utilisateur arrive, dit bonjour, je m'appelle Antoine, de réutiliser cette donnée-là à travers le test et Sans sans faire forcément faire de des vrais back-end. cas. Mhm. C'est Ouais. ça. Donc ça, c'est l'espèce de sweet spot à trouver. Mhm. C'est difficile parce que ça demande à des développeurs d'être moins rigoureux que d'habitude. Ça demande à des designers d'être un peu plus techniques qu'à Ouais. l'habitude. Ouais, que c'est Euh, balance et dans l'échange, et puis effectivement, ouais. Mhm. Mais là, le design ops, encore une fois, peut aider en fabriquant des outils. Là, quand je parlais de mock data, j'ai fabriqué des serveurs de fake data ou de fake Mhm. calls. On a fabriqué des librairies qui sauvegardaient un input pour aller le réutiliser plus tard dans une. D'accord. C'est assez simple, puis on peut réutiliser tout ce qui se trouve déjà sur le web, là, mais l'idée, c'est de le faire. C'est rapide. Il faut que ce soit absolument rapide, le prototype. D'accord. Parce qu'on va le jeter, on va itérer. Si ça se peut, le prototype, c'est le premier de 28 versions. Il faut pas que ça prenne trop de temps. Mhm. D'accord. Et du coup, pour petite dernière question, ce serait autour du coup, quelles skills ou compétences un designer doit développer, j'imagine, en complément enfin, des compétences un peu cœur d'un designer pour aborder le design ops. Euh, des compétences techniques, évidemment. Mhm. Quand je pense à un designer aujourd'hui, un designer d'interaction euh, qui, qui naît dans le milieu, quelqu'un qui arrive dans le milieu en interaction, j'espère qu'il y a déjà certains skills ou à l'école, je suppose qu'on apprend ce genre de choses-là aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu de technique. Déjà parce que quand on est freelance, au début, c'est très rentable de savoir coder, parce qu'on fait la Mhm. job de deux en même temps, mais aussi parce que je vais faire un parallèle avec une job que j'ai jamais faite, mais que ma mère faisait. En fait, ma mère aussi était designer, mais elle a que fait du print. Mhm. Euh, Impossible de designer du print sans savoir comment l'imprimeur va l'imprimer. Ah, d'accord. Impossible. Ah, mais c'est un bon parallèle. Impossible parce qu'on a besoin de connaître l'encre, le papier, comment ça va bleeder, le type d'impression, etc. Puis je connais vraiment rien. Mais je sais que les deux ont besoin, autant l'imprimeur a besoin de savoir que le fichier qui Ouais. lui est envoyé est valide, le designer qui le fabrique a besoin de savoir comment ça va être fabriqué. En fait, sinon le résultat va être nul. C'est pas compliqué. Ben, c'est la même chose en termes de design d'interaction. Impossible de fabriquer un design d'application sans voir un peu l'idée de comment ça va être développé. Fait que, Ouais. un peu, c'est bon. Beaucoup, c'est bien. Puis être Encore capable mieux. de le faire soi-même, c'est excellent. Ouais, Euh, effectivement. Mhm. Mhm. Ouais, et ça puis nous pour permet devenir design ops, d'éviter, ouais. Mhm. et puis pour aller vers le design ops, déjà, il faut avoir dire, j'ai envie de dire, faut soit être bon et en design et en front-end, il faut être un peu mauvais dans les deux. Faut être moyen dans les deux. Je pense que d'être trop un designer en design ops, Ouais. ça peut être un danger parce qu'on essaye de, euh, Trop optimiser le design, peut-être, c'est ça, après. ouais, peut-être un peu trop, alors que l'idée, c'est d'accélérer puis d'outiller les gens. Puis même principe en développement, parce qu'on peut facilement tomber dans le complexe puis perdre un peu l'humain vu. Ouais, On est habitué, puis je le fais aujourd'hui, je fais du développement. On ouais. perd un peu des fois l'humain de vue parce qu'on regarde du code finalement Mhm. pendant 3 jours. Euh, ouais, non, c'est ça. Ça prend un peu de recul sur les deux métiers, puis de focuser vraiment sur la communication entre les deux. Mhm. Mhm. D'accord. Ok, c'est vachement intéressant. En tout cas, moi, je pense qu'on a bien décrypté le design up. Je trouve ça vachement intéressant déjà dans l'aspect vraiment avec transversalité, puis répondre l'objectif initial, tu l'as partagé en intro, qui est en fait
il faut accélérer les rythmes de feedback loop là pour créer de l'engagement Exact. sur les user experience digitales. Donc c'est très intéressant. Je pense que du coup, il y aura pas mal de contenu actionnable pour qui veut essayer. Il y a même des pistes sur comment démarrer. Donc merci beaucoup, Émile, pour Un ce partage plaisir. aujourd'hui. Et puis à la prochaine. Il y aura sûrement d'autres échanges. Voilà. Merci beaucoup. Merci Antoine. Salut. Allez, salut. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!